merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement. On est là pour parler d'éthique, qui est un vaste sujet. Je pense que c'était la meilleure thématique pour conclure une conférence dédiée au product management. On commence à en parler de plus en plus, mais peut-être pas encore assez. Sûrement jamais assez. Donc, avec nous aujourd'hui, Fabrice, je vais commencer par toi puisqu'on t'a déjà présenté en début de semaine et comme j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui assistaient à plusieurs talks, j'imagine que certains t'ont vu pour la conf d'ouverture. Donc tu es le CPO de Tiga aujourd'hui, grande carrière en produit depuis des années, de start-upers, de consultants dans des structures un peu plus traditionnelles, des éditeurs de soft et tu as surtout, je pense, un attrait particulier pour cette thématique de l'éthique dans le product management. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un livre en préparation plutôt pour 2021, j'imagine. Donc, c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Alexandre Takacs, directeur produit indépendant maintenant, mais qui était directeur produit de plein de structures avant. Tu as bossé dans les médias, tu étais dans le groupe L'Express, chez Viadeo, chez Mythique, donc tombé dans le produit aussi depuis des années. Et là encore, une thématique qui t'est chère. Tu nous raconteras pourquoi elle t'est chère, parce que finalement, c'est pas évident de pourquoi on a envie de se battre pour ces thèmes-là. Et tu avais déjà fait un talk, même plusieurs interventions sur ce sujet. Donc, c'était hyper intéressant qu'on puisse t'avoir aujourd'hui pour discuter, pour aller dans ce sens de l'éthique et du product management. Et il y aura la présence d'Alexandre à la ProduConf le 1er décembre, puisqu'il sera speaker sur la scène Montmartre. Donc, ils sont des conversations un peu la même disposition qu'aujourd'hui et animées soit par Hugo, soit par Gabriel Santo de Magellan et la French Touch. Bon, ce que vous dit Fabrice, c'est pas la peine de venir. De toute façon, vous avez le talk aujourd'hui puisqu'il y a les mêmes personnes. On va dire d'autres choses encore mieux, différentes. En plus, les sujets. Bien sûr. On va attaquer, messieurs, avec la toute première question et peut-être la plus difficile. C'est quoi l'éthique dans le product management? Pourquoi on a choisi ce titre-là? Vous avez 4 heures. Vas-y, je t'en prie. L'éthique, c'est en fait déjà c'est un sujet très très large finalement. Parce qu'on peut parler de plein de choses dans l'éthique, mais pour moi l'éthique c'est déjà de faire les choses de façon responsable. C'est pas juste penser à une orientation purement business ou purement mercantile. C'est penser plus large que ça. C'est penser à l'impact sur la société. C'est penser à l'impact sur l'environnement. C'est penser aussi, je pense, au respect même de ses utilisateurs, puisque c'est aussi des sujets qui sont extrêmement discutés ces derniers temps. On a eu tellement de scandales dans le milieu de la tech avec des acteurs comme Facebook notamment, qui ont énormément fait parler d'eux. Donc pour moi l'éthique ça rejoint une notion de bonne pratique, de bonne façon de faire un produit et de monter un business. Et c'est en ça que c'est super intéressant parce que, à mon sens, en tant que product manager et en tant que pro de la tech, on a toutes les cartes en main pour prendre en considération ces éléments-là et l'intégrer au quotidien dans notre façon d'agir, dans nos choix et dans tout ce qu'on va faire tous les jours, quoi. Ok. Ce qui est important de comprendre dans le talk d'aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas parler de tech for good ou de SS, tout simplement parce que on veut étudier la manière dont on peut faire du produit de manière éthique, indépendamment de la nature même du produit. Bon, évidemment, dans certaines limites, on est d'accord. Parfois, il va y avoir des incompatibilités un peu fortes, mais c'est ça l'objet aujourd'hui. Sachant qu'à l'inverse, on pourrait faire un produit éthique de manière non éthique, ce qui est paradoxal, mais qui est complètement possible. On a fait l'exercice avec Alexandre de regarder l'éco-index de boîtes de SS aujourd'hui, de leur site, et leurs éco-index sont pas terribles. Donc c'est intéressant de se dire que en fait il n'y a pas de point Godwin de l'éthique en product management. Il n'y a ni des gens qui sont Lucifer incarnés type Facebook et Twitter sur lesquels on a tendance à taper et un peu à déculpabiliser en disant mais moi je ne suis pas chez Twitter, je ne suis pas chez Facebook. Ça nous évite de regarder finalement nos pieds et ce qu'on fait au quotidien. Et il n'y a pas non plus des anges de l'autre côté où tous les acteurs de l'ESS peuvent certainement encore s'améliorer sur l'impact direct de leurs produits digitaux, au-delà de leur activité économique. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet pour les product managers qui travaillent chez ces belles boîtes françaises, Back Market, Phoenix et autres, de faire encore mieux. Il y a pas de limite finalement. Il y a pas de sky is the limit pour le coup sur les notions d'éthique. Je suis un peu ce que dit Alexandre. C'est moi je parle
plus facilement de product management responsable que éthique, parce que dans la notion d'éthique, il y a beaucoup de notions de bien ou de mal. Ouais. Il y a beaucoup de notions de noir ou blanc. C'est très manichéen souvent chez les gens et c'est presque philosophique. Si on en reste sur la notion de philosophie, il y a beaucoup de gens qui vont dire en quoi ça va impacter mon travail au quotidien. Ma façon de faire des US, ma façon de user story, la façon de faire des designs, de penser à l'automatisation de mon marketing. En fait, c'est d'arriver à se rendre compte que c'est pas une sphère qui est fumeuse ou nuageuse très très loin de mon quotidien, mais que c'est quelque chose que je peux vraiment implémenter dans ma façon de faire mon travail tous les jours. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet-là, finalement ? Il y a eu des points de bascule dans vos carrières où vous vous êtes dit c'est indispensable Ouais, bah après, je pense que c'est aussi, pour faire un peu le parallèle aussi à ce que tu viens de dire, enfin, je pense que c'est aussi beaucoup une question de valeur. Une question de valeur personnelle, une question de valeur d'entreprise. Et après, c'est du coup, chaque individu peut avoir ses sensibilités, les choses qui vont plus être intéressantes ou des attraits. Moi, typiquement, c'est venu très progressivement. J'ai toujours été, j'ai toujours fait attention au type de boîte dans laquelle je travaillais et j'ai plutôt été sensible à des boîtes qui avaient certaines missions, de certaines utilités. Bon, après, j'ai quand même travaillé chez Mythic, qui a une mission, on peut discuter de la mission, mais typiquement chez Viadeo, voilà, il y avait cette volonté de vouloir améliorer la société, de permettre aux gens de trouver un travail qui leur plaît et donc d'améliorer leur situation personnelle. Donc il y avait quand même toujours eu cette sensibilité-là, en tout cas j'ai jamais voulu faire de e-commerce à proprement parler, purement business, ou travailler dans la fintech. Voilà, c'est des choses qui m'intéressaient moins. Et là, c'est le fond du produit, c'est pas forcément l'empreinte. Ouais. Ça, c'est le premier sujet. C'était une des thématiques d'ailleurs, ouais. Mais d'un point, c'est pour dire que déjà depuis toujours, en fait, j'ai toujours été quand même un minimum, toujours fait attention, un minimum dans les environnements dans lesquels je voulais travailler. Et après, c'est de façon beaucoup plus récente. Effectivement, je me suis beaucoup plus intéressé à la notion d'impact environnemental du digital, parce que c'est venu il y a un peu plus d'un an. Je me suis pris, à titre personnel, une sorte de claque un peu où j'ai réalisé en fait dans le monde dans lequel on vit et l'urgence un peu climatique notamment qui commence on commence vraiment à la sentir, à la voir, et c'est que le début. Et j'ai commencé à me poser des questions sur finalement comment on pouvait, tout le monde, chacun pouvait agir dans son métier. Moi, mon métier, c'est le product management. Et j'ai commencé à me dire, est-ce qu'il y a très certainement des choses que je peux faire au quotidien qui vont limiter, réduire un peu l'impact environnemental de mon produit, de ma boîte, etc. Et j'ai commencé un petit peu comme ça, et plus je suis rentré dans le sujet, plus je m'en suis rendu compte que déjà c'était un sujet qui était assez peu connu. Ça fait plus de 15 ans que je bosse dans le produit et dans la tech. Je m'étais jamais posé la question à un seul moment de tel choix design, tel choix produit que je pouvais faire pouvait avoir un impact négatif. On est très peu sensibilisé à ça. Déjà, il y a peu de formation sur nos métiers, donc ça démarre. Et c'est vrai que ça sont des modules qui aujourd'hui n'existent pas. Donc on peut donner des bonnes idées à toutes les écoles de formation de PM qu'on a citées au cours de la semaine. De t'inviter pour faire des modules sur le sujet. Et d'ailleurs, je suis très content merci encore pour l'invitation. Moi, je suis vraiment très content de pouvoir parler de ces sujets-là parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu de sensibilisation de tout le monde, toute la communauté tech, produit. Parce qu'on est aussi en première ligne et on a la chance, en fait, en tant que product manager, de pouvoir intervenir sur tout le cycle de développement d'un produit. Et donc, tous les choix qu'on va faire dès le début d'un projet ou d'une volonté de sortir un produit, une feature, va avoir un impact jusqu'au bout, jusqu'à l'utilisation, sur ce fameux impact environnemental. Ok. Toi, Fabrice, sur cette dimension éthique ou responsable que tu évoquais tout à l'heure? Moi, c'est pas sous le côté environnemental que j'ai pris la claque. J'ai pris la claque quand j'ai monté ma 3e boîte. Donc j'ai aussi été start-upper, j'ai eu beaucoup de vies différentes. Même si je fais pas mon âge, merci. J'ai voulu créer un produit qui ait un impact positif. C'est un produit de deep tech à l'origine, avec une technologie qui était totalement nouvelle. Et en fait, je me suis pris dans la figure le fait que tous les partenaires qui voulaient travailler avec nous voulaient l'utiliser à mauvais escient. Quand je parle à mauvais escient, c'est-à-dire qu'en gros, ils voulaient utiliser mon produit plutôt pour faire du mal, entre guillemets, aux utilisateurs et en bénéficier de leur côté, donc d'avoir un rapport déséquilibré, que de contribuer à la vision du monde que j'avais personnellement. Et j'ai refusé de travailler avec eux. Et ça m'a valu des menaces de mort.
Donc c'est un moment, quand vous prenez ça, c'était en 2013. 2013, j'avais 34 ans. Je suis pas jeune à 34 ans, mais je suis passé loin de la dépression quand même. Je me dis attends, c'est pas possible. Je veux créer quelque chose de bien et tout le monde me met de la pression pour pouvoir presque voler la technologie. Mais je me suis dit en fait que j'étais en tant que product manager responsable comme un parent est responsable de son enfant, de la personne qui crée. Est-ce que je veux que mon produit se comporte comme une personne responsable ou est-ce que je m'en fiche? Est-ce que je m'en fiche qu'ils mentent? Est-ce que je m'en fiche qu'ils manipulent les gens? Est-ce que je m'en fiche qu'ils volent leurs données, qui violent leur privacy? Est-ce que je veux quelqu'un qui dégueulasse la planète? Est-ce que je veux quelqu'un qui s'en fiche que les actions qu'il peut avoir aient une action négative sur la chaîne économique? Non, j'ai pas envie de ça. Et quand j'entends des product managers me parler du sens dans leur travail, le sens dans le travail, c'est dire quelle personne vous êtes en train de créer. Sachant que vous allez importer vos biais, vous allez aussi importer vos valeurs, comme on fait en tant que parent. Vous pouvez pas tout maîtriser, soit n'importe quelle personne parent ne maîtrise pas la totalité du comportement de son produit, surtout quand c'est un algorithme, par exemple, l'effet boîte noire. Mais c'est vraiment la question que je me suis posée. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Est-ce que j'ai envie d'être fier de cette personne produit que j'ai créée? Et j'ai fini par vendre la boîte, non pas pour faire de l'argent, parce que d'ailleurs on aurait pu la vendre beaucoup plus cher à d'autres acteurs, mais parce que c'était le seul acteur qui pour nous pouvait protéger cette technologie, parce que c'est un acteur étatique américain, et qui mettait à l'abri la technologie contractuellement de mauvaise utilisation externe. Donc c'était pas une vente qui s'est faite en étant wouhou, ça y est, j'ai vendu à je ne sais qui et on fait la fête et je deviens business angel, même si je suis devenu. Ça a été un choix contraint. Voilà. Et émotionnellement, ça fait quand on est en 2020, ça fait 7 ans, c'est toujours dur d'en parler. Ok, donc effectivement, il y a un vrai déclencheur, même si c'était quelque chose de latent pour toi, il y a quand même un vrai déclencheur qui t'a... Il y a eu un moment, et c'est marrant, on a fait un meet-up LPCX Paris avec Alexandre il y a quelques mois, au mois de février, et c'était la première fois que réellement je parlais ouvertement de tout ça. Bon, j'avais une clause dans mon contrat de vente, mais j'ai mis très longtemps à pouvoir assumer de parler de ça parce que je pense que c'est le moment d'en parler. Voilà. Et que si on doit être avec les connaissances qu'on a dans la communauté produit, on n'est pas beaucoup à avoir fait du produit depuis longtemps. Je pense que c'est notre devoir de montrer aussi aux gens qui deviennent PM que c'est une part qui doit être inclue dans leur réflexion dès le début de leur carrière. Comme ça boucle avec le talk de lundi sur les carrières du product management. Très bien, très bien. Ce que je vous propose, c'est de rentrer maintenant beaucoup plus dans le concret. Parce que je pense que c'est aussi l'attente des gens qui nous regardent. Il y a évidemment la dimension philosophique qu'on commence à avoir bien abordée et on y reviendra à la fin un peu dans une logique d'ouverture. Mais vous l'avez peut-être détecté, on a deux axes un petit peu qui se dégagent. Le premier, c'est celui autour de la privacy, du respect de l'individu. Et évidemment, le deuxième, c'est celui qu'évoquait Alex juste avant, c'est-à-dire l'impact environnemental et le rôle qu'on peut jouer là-dessus. Donc sur le premier axe, Fabrice, parce que c'est un peu plus ton dada, est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets d'anti-patterns ou justement de choses qui ne seraient pas du tout responsables et qui pourraient l'être ou au contraire voilà, des choses un peu de fait qu'on n'arrive pas à corriger, quoi. Si je reprends mon idée de la personne, tout ce qui va être mentir à l'utilisateur d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire toutes les approches qu'on a lorsque on va parler de bénéfices produits qui sont pas réels, lorsque on va utiliser des dark patterns d'acquisition. Donc, vous savez, l'histoire du prix barré et autres. Donc, toute cette partie d'acquisition, donc, parfois, en tant que product manager, on est aussi impliqué. On n'est pas qu'impliqué dans le produit lui-même, dans sa construction technologique. Sont des choses qu'on va chercher à éviter. Tout ce qui est conditions générales. Alors, je vous invite, product manager, à lire des conditions générales du produit sur lesquels vous bossez. Parce que je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont jamais fait. Et parce que j'ai posé la question chez nous, chez Tiga. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe. Donc, toute la partie ne pas mentir. Il y a toute la partie ne pas manipuler, c'est-à-dire ne pas mettre des techniques dans le produit qui poussent les gens à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait naturellement. Parce que les gens parlent de gamification, où en fait, on a tendance à vouloir à tout prix pousser les gens à faire ce qui nous arrange et pas forcément ce qui va aller dans leur but à eux. Tout ce qui est privacy, évidemment. Est-ce que je vole la data et à qui je la donne, et est-ce que je vais violer la privacy? Donc, lorsque vous faites de la récupération de data, et vous vous dites, c'est bien, je récupère de la data, est-ce que vous savez où cette data va? Aujourd'hui, vous utilisez des API de Google, des autres. Est-ce que vous savez ce que ces acteurs font de la data de vos utilisateurs? Dans la plupart des cas, on ne sait pas. On ne sait même pas d'ailleurs, dans la plupart des cas, où cette donnée est stockée chez nous.
C'est quand même une vraie question. Et en tant que product manager, on se pose pas ce genre de questions. En fait, tout ce qui va pousser à exclure. Exclure, ça veut dire évidemment exclure les gens en termes d'accessibilité, les gens qui ne peuvent pas utiliser vos produits. Ça veut dire aussi considérer que tous les cas qui sont pas le best case scénario sont des edge cases. Non, c'est faux. Il y a plein de cas qu'on prend pas en compte. Et en fait, on devrait plutôt se poser toujours la question de ce qui pourrait aller mal avant même de créer une feature. Dire qu'est-ce qui pourrait, excusez-moi pour l'expression, merder dans ce que je fais. Et chercher à se dire que ça, c'est pas des edge cases, ce sont des stress cases. Et c'est des stress cases, vous devez les couvrir. Donc, par exemple, j'ai un utilisateur qui va sur mon produit en urgence et qui doit avoir une information rapide sur son contrat d'assurance parce qu'il vient d'avoir un accident. Est-ce que je lui demande 14 authentifications différentes pour savoir comment il va être remboursé, le numéro qu'il doit appeler? Bah non. Et ça, c'est un stress case. C'est pas un edge case. On ne peut pas laisser une personne à qui on offre des fonctionnalités seule, à poil, sous prétexte qu'on a dit c'est pas le best case scénario. Voilà, c'est un edge case. Non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas une incompatibilité quand même entre strategic growth, parce que c'est quand même le thème à la mode, et responsabilité. Exemple très concret, on passe notre temps à dire il faut créer de l'addiction. Donc ouais. Bon, on sait déjà toute la connotation négative que porte le terme addiction, hein. Donc ça on est d'accord, mais créer de l'usage en tout cas. Allez, limitons-nous à usage pour que les gens restent, utilisent la plateforme et qu'in fine ils payent. On rentre dans une logique de souscription. Oui, parce que ça c'est pas l'opposé. Alors, évidemment, d'un point de vue stratégique d'un comportement responsable. En fait, la logique, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que c'est une question il y a un retour sur investissement pour l'entreprise, mais il doit y avoir un retour sur l'engagement pour l'utilisateur. On parle de triple bottom line dans les notions de tech. C'est-à-dire qu'on prend people, planet, profit. Donc là, on parle de people, mais ça doit à un équilibre. Donc vous prenez votre bilan, vous avez un bilan financier, puis après, vous avez deux autres bilans, qui est le bilan de l'impact sur les gens et puis l'impact sur l'environnement. On devrait avoir un triple bottom line pour nos produits. Ça devrait être nécessaire de se dire que finalement, est-ce qu'on a besoin de toujours plus? Je me rappelle un tweet qui m'avait choqué à l'époque de Netflix France 2016, et ils vous font un arbre de décision. Prochain épisode dans 45 secondes. Question, est-il l'heure de se coucher? Donc première barre, non, je lance ce prochain épisode. L'autre barre, oui, c'est pas grave, je lance quand même le prochain épisode. Alors c'est drôle de dire ah c'est bien joué, c'est du bon marketing. Non, c'est pas du bon marketing, parce que en fait le message derrière c'est je me fiche du respect de votre sommeil. Je suis prêt à tout pour remplacer des choses qui sont des activités nécessaires de mon utilisateur parce que je veux à tout prix capter cet engagement. Pour un gain marginal qui est pas approuvé, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est même la notion même, les gens parlent beaucoup d'engagement utilisateur, mais l'engagement utilisateur, ceux qui ont vu mon webinaire, dans mon podcast Mind the Product, c'est que l'engagement, soit vous considérez l'engagement de l'ennemi, donc c'est militaire, c'est je vais capturer l'engagement, sinon quelqu'un d'autre va le prendre, versus l'engagement en termes de relation. Voilà, relationship. I'm engaged with people. À partir du moment où vous êtes dans une relation, vous n'allez pas consommer de l'engagement supplémentaire si c'est pas nécessaire et si vous remplacez des activités de votre utilisateur pour rien. Et donc c'est une question même d'humilité du product manager. Est-ce qu'on vraiment on mérite de prendre un peu plus d'engagement à tout le monde? Non. Et ça n'empêche pas la croissance. Alex, peut-être tu vas rajouter quelque chose sur cette partie-là. Effectivement, on peut rebondir un peu là-dessus. On le sait, on est dans une économie maintenant de l'attention. C'est ce qu'on dit. Et finalement, toutes les entreprises, toutes les boîtes veulent capter le plus d'engagement, d'usage possible. C'est le bouquin de Nireyal, je t'interromps 2 secondes, c'est le bouquin de Nireyal où il y a 10 ans, il nous faisait comment capter l'attention et maintenant c'est comment rendre le temps aux gens, quoi. Oui, je ne sais plus les titres des bouquins, mais Hooked, voilà, 2010, comment créer un virus pour que les entreprises puissent l'utiliser pour asservir les utilisateurs. Et Undistractable, comment je vends le remède à certains utilisateurs, mais je continue à vendre le virus. C'est assez formidable. Hein. Nireyal, c'est mon Will Wheaton à moi. Hein. Je ne viendrai jamais à la produit-conférence tant que je serai responsable. Hein. Et après, après, le contenu est de qualité. Oui, mais l'objectif change un petit peu. Le contenu de qualité parce que il est hyper malin. Il répond aux envies de tout le monde d'être meilleur en termes d'engagement, sans un seul moment dire soyez meilleur, mais soyez responsable. Donc c'est génial. En fait, c'est une belle dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir cette partie sombre parce que ça nous arrange pas de la voir.
En fait, on en revient à ça. C'est vraiment de notre cerveau à une mécanique pour nous faire assumer nos contradictions. La question, c'est jusqu'à quel moment cette contradiction, vous allez la prendre dans la figure, comme Alex et moi. Alex, je t'ai coupé, je suis désolé pour citer ces magnifiques bouquins, mais ça m'y faisait penser. Non, mais c'est ça, mais en tout cas, c'est aussi une question de... finalement, pourquoi on en est aussi arrivé à ce constat-là? C'est que justement, on se disait il y a 10 ans, c'était un peu finalement encore assez récent, assez nouveau comme pratique. Et finalement, pourquoi on est arrivé à un tel niveau par les évolutions technologiques, notamment les smartphones qu'on a tous dans la poche et qui, on se prend 50, 60, 100 notifications par jour. J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, un chiffre, où un adulte, alors je crois que c'est une étude américaine, mais un adulte américain manipule son téléphone, son smartphone, 2700 fois par jour. Et principalement parce qu'on a des notifications et le pire, c'est que sans même s'en rendre compte. C'est devenu une habitude. Parfois, sans aucune notification, on le prend, on check la même page, on la rafraîchit pour voir si elle n'a pas changé, quoi. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, il y a la notion de distraction aussi qui est super importante. C'est qu'on sort son téléphone parce qu'on a une notif, on va regarder le truc. Et puis finalement, on est sur son téléphone, on va faire autre chose, on va avoir une autre notif, etc., etc. Et on perd comme ça un temps sans s'en rendre compte. Énorme. Et donc, on passe des heures et des heures sur son téléphone. Là, maintenant, sur iOS, sur Android, on commence à avoir les notions les notifs. Et puis il y a aussi la gestion du temps. Ils affichent très clairement le temps qu'on passe tous les jours. Moi, j'ai un truc, toutes les semaines, j'ai mon bilan. C'est pour se dédouaner ou c'est sincère? On peut se poser la question, vraiment. Je pense qu'il y a on n'est pas dans la tête d'Apple là-dessus. Je pense que c'est aussi une question pas d'image, mais c'est quand même aussi pour dire que c'est quand même clairement dans leur intérêt. Plus on va passer de temps sur leur device, à télécharger des applis, plus ils ont à y gagner. Après, au-delà de ça, ils ont aussi conscience que ça peut commencer à poser des problèmes et donc ils essaient de limiter ou en tout cas de dire OK, vous faites ce que vous voulez, mais on vous affiche quand même que vous avez passé 3 heures sur votre téléphone aujourd'hui. Mais on est dans les mêmes logiques pour tout le monde. Netflix, c'est pareil. Ils ont YouTube. Non, puis il y a tu t'en parleras beaucoup mieux que moi. Surtout que tous ces comportements-là sur de l'engagement, ça c'est sur les gens. Et puis il y a toute la partie environnementale derrière. C'est-à-dire en fait tout ce que les patterns qu'on va prendre en termes de design sur les ténors du genre, des Airbnb, des Netflix, des Facebook ou d'autres, ont un autre versant environnemental extrêmement fort, et ces choix-là ont un double impact. Donc parfois, entre ça c'est plus joli que ça, même si ça n'a qu'un gain liminaire en termes d'engagement, va avoir un impact environnemental énorme. Bon, ça fait une transition parfaite. Ça fait une transition parfaite avec le deuxième volet un peu du talk qui est sur cet impact environnemental. Je pense qu'on sous-estime complètement. Moi, le premier, quand je suis absolument pas spécialiste du sujet, j'ai une sensibilité, je pense, normale au sujet, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Et quand on a préparé le talk ensemble, c'est vrai que ça fait réaliser des choses dont on n'a absolument pas conscience. Première réflexion, naïvement, je me disais, on sort d'une période de confinement de X mois, c'est super. Quel bel impact pour la planète. On a moins voyagé, on a moins consommé, ce qui est sûrement réel, d'ailleurs. En revanche, on a passé notre vie sur du Meet, du Zoom, de la vidéo. Je pense qu'on a consommé du digital comme jamais. Et au final, ça a un impact aussi qui est colossal. Je ne sais pas si on est capable de le quantifier. C'est peut-être toi qui vas répondre à cette question. Et c'est pas un jeu à somme nulle non plus. Mais en tout cas, cet impact, il est réel. Et je pense qu'il est beaucoup plus caché que prendre sa voiture. On a compris, quoi. Voilà, on a compris. On prend sa voiture, on pollue. C'est pas une bonne chose. Quand on regarde une vidéo aussi. Complètement. C'est ça. C'est que c'est une pollution qui est pas connue, pas consciente, parce qu'on la voit pas. On se dit, voilà, on charge notre smartphone, mais au-delà de ça, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ne serait-ce, finalement, la pollution numérique causée par le numérique, elle est déjà assez complexe parce qu'on peut remonter assez loin sur la chaîne. Tu peux nous donner un peu un panorama justement des impacts comme ça du digital. Déjà, finalement, ce qui représente la plus grosse part de la pollution numérique, c'est tout ce qui est production des devices. Donc, on a à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est quand même l'élément sur lequel on communique le plus, mais la moitié des émissions de gaz à effet de serre du digital qui est liée à la production des smartphones, des ordinateurs, des milliards d'objets connectés maintenant qui circulent dans le monde. Le digital qui lui-même représente quel pourcentage des émissions? C'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça peut paraître
pas énorme comme ça, mais en fait, ce qui est vraiment, alors déjà, c'est quand même autant qu'un pays comme l'Inde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est autant qu'un secteur comme l'aviation, qui est aussi lui beaucoup décrié parce que pour le coup justement on essaie de dire il faut limiter les vols low cost, etc., parce que ça engendre une pollution de dingue. Le numérique, c'est déjà autant que l'aviation. Et ce qui est le plus, en fait, limite le plus préoccupant là-dedans, c'est que justement ça explose. Et c'est une alors que les autres croissance secteurs, on en a conscience, donc on essaye de voir comment les faire décroître, probablement sans réussir pour l'instant. Ouais. Alors que comme là on le voit pas du tout, c'est souterrain, quoi. Ça explose, exponentiellement. L'histoire des voyages, parce que là on met en plage et tout ça, mais il y a de plus en plus de boîtes qui vous promettent de dire, comme on peut pas bouger pendant le Covid, donc on est limité, faites ça en VR. Mais ça serait amusant de se dire quel impact réel si je fais un bilan où je prends l'avion pour aller dans les Caraïbes et je reviens versus la production du film derrière, d'acheter ce qu'il faut pour pouvoir faire la VR et autres, quel impact réel ça a pour une action. En fait, on parle beaucoup d'engagement de produit, on regarde pas la consommation qu'à l'engagement. Donc bilan, vaut mieux aller aux Caraïbes, quoi. C'est ça c'est ça, allez tous en Caraïbes. Ou à BPI Plage. BPI Plage, voilà, c'est le meilleur des deux mondes. Et venez en transport en commun. En tout cas, c'est pas neutre. Et pour répondre, par rapport à ce que tu disais en intro sur cette question-là, effectivement, alors pendant le confinement, là, on a, les émissions globales de gaz à effet de serre ont chuté, je crois, même pas tant que ça en fait. C'est que sur toute l'année, a priori, ce serait une baisse des rapports que j'ai vus, ce serait une baisse de 5%. Ce qui sur un an est pas tant que ça. Vu pendant 3 mois, vu l'impact que ça a été, le séisme, la moitié des humains étaient restés chez eux, ils faisaient pas grand-chose. Mais ouais, déjà, c'est pas énorme. Et effectivement, ça a d'autant plus accéléré la transition numérique sur plein d'aspects. Les cours, moi, mes enfants, ils faisaient des cours sur Internet. On savait pas quoi faire, on allait sur Netflix. On était en visioconférence en permanence sur Zoom pour faire nos réunions, etc. Et donc, tout ça, j'ai pas les chiffres par contre, mais ça fait exploser la bande passante. D'ailleurs, au début du confinement, on avait tous peur qu'Internet tombe parce qu'il y avait trop de débit d'un coup et qu'on avait du mal à le gérer parce que ça devenait trop. Et donc voilà, là on se rend compte que tout ça, très clairement, ça a un impact. Parce que comme je disais, pour revenir après... Voilà, donc tu disais, il y a 2% de cette activité, c'est déjà le bout de chaîne, c'est la production hardware. 50% de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est la production des terminaux, des devices. Ensuite, on a à peu près 30% qui sont sur les data centers et 20% qui sont sur l'utilisation, à proprement parler, donc grosso modo, l'utilisation des services, Internet, etc. Et donc, finalement, nous, en tant que product manager, en tant que tech, on va beaucoup plus pouvoir agir sur la deuxième partie, donc à la fois les data centers et l'usage, parce que là, typiquement, on a un impact direct là-dessus. Tous les choix qu'on va faire tous les jours vont avoir un impact sur l'usage, sur le poids des pages, donc sur toutes les données qui vont transiter. Plus on a de données qui transitent, plus ça ça demande de l'énergie et donc plus ça génère des émissions de gaz à effet de serre. Tu donnais dans ton talk LPCX quelques exemples un peu très pertinents pour qu'on se rende compte de ce qu'on fait naturellement et qu'au fond on pourrait complètement limiter et qui a un impact désastreux. Il y avait beaucoup de choses autour de la vidéo notamment, je crois. Ouais, alors effectivement dans les usages, clairement ce qui explose tout c'est la vidéo. Donc c'est Netflix, tout ce qui est streaming vidéo, c'est aussi, on n'en parle jamais, mais le porno. Dans la partie du streaming, c'est une énorme partie aussi dont on parle jamais. C'est tous les usages vidéo liés aux réseaux sociaux, tout ce qu'on s'échange, les TikTok, etc. C'est tout ce qui est vidéo, effectivement, c'est déjà 80%. La vidéo, c'est 80% de la bande passante d'Internet. Du trafic de données. C'est immense. Et là, avec en plus effectivement les réunions Zoom, etc., ça a dû encore plus se prendre. Donc déjà ça c'est énorme. C'est fou, c'est un paradoxe parce que c'est terrible. On est en train de faire des choses, on est en train de se dire tout ça là tous les trois aujourd'hui, et on fait exactement. Après, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Tout n'est pas non plus à remettre en question et à jeter, bien évidemment. Sinon, on rentre dans des logiques de décroissance, de machin, qui sont pas des thèmes qu'on veut aborder aujourd'hui, parce que déjà, on n'est pas compétent, je pense. Ouais. Et puis en plus, ça nous dépasse peut-être un petit peu, mais c'est vrai que c'est paradoxal, en tout cas, d'en parler et de se dire, on fait exactement, on va inciter les gens à aller voir le replay en HD. Ça, c'est un point. C'est que il y a aussi la notion, justement, en tant qu'utilisateur, il y a beaucoup de choses qui commencent à circuler sur, en tant qu'individu, déjà, on peut faire des choses pour réduire, typiquement sur Netflix, on n'est pas obligé de regarder une série en 4K. Tu mets en HD déjà normal, tu réduis par 4.
Et c'est un réel impact, ça. Le débit. Ouais. C'est une question naïve, hein, mais c'est justement, ouais. Par défaut, tu sur le débit consommé, sur le... Surtout que la plupart des téléviseurs aujourd'hui qui affichent de la 4K sont capables de faire de l'upscaling. Et l'upscaling, donc qui va vous donner, qui va créer finalement les manques qu'il peut avoir au niveau du maillage pour vous donner l'impression que vous êtes en 4K, qui est largement suffisant, sauf à ce que vous soyez collé effectivement à votre écran, consomme beaucoup moins parce que c'est juste processeur au niveau du téléviseur que le fait de prendre le flux qui est 4 fois plus grand globalement pour l'avoir en 4K en réel. Donc, ça n'a aucun intérêt et à la limite là c'est de la somme nulle dans le sens où ça change pas votre expérience. C'est ça. Donc même expérience, moins de consommation, tout bénéfice. Ça c'est un point. Ça c'est un bon point effectivement. C'est-à-dire que alors, sinon on a le sentiment que beaucoup de choses se fait un peu au détriment de ce pourquoi on ça fait un peu opposition progrès technologique versus respect de l'environnement. Ouais, mais en fait justement, et c'est là où, pour moi, ça soulève un point justement dont je voulais parler, c'est dans plein d'autres industries, on parle d'efficience énergétique, c'est-à-dire justement pour un même usage, pour un même job, on va faire en sorte d'optimiser au maximum la consommation d'énergie pour atteindre le même résultat. Donc là, typiquement, pour l'exemple toujours de Netflix ou même de YouTube, on peut regarder une vidéo, on n'a pas besoin de la plus haute qualité. Encore une fois, c'est pas que les gros, hein, parce qu'on stigmatise toujours, c'est le fameux point Godwin du numérique dont tu parlais tout à l'heure. On leur tape dessus parce que c'est facile. Ils sont pas forcément les plus mauvais de la classe non plus, et ils mettent sûrement plus en œuvre à leur échelle que d'autres acteurs qui se soucient moins de mettre des mécanismes pour préserver. Et de l'autre côté, ils nous ont donné des réflexes. En fait, c'est ça qui est difficile. Je me rappelle une discussion avec un petit gars que tu connais bien lorsqu'on a fait des webinars, et son réflexe là, c'était de dire on passe sur YouTube, on était sur Dailymotion. Si on passait sur YouTube, on a une meilleure qualité vidéo pour les webinars. Non, mais est-ce que ça change que les gens vont en retirer? En fait, quand tu y réfléchis, non. Mais en fait, c'est un réflexe qu'on a de qualité. Parce que on nous a habitués à ça. Les télés ont de plus en plus de définition. Les téléphones ont de plus en plus de définition. Les téléphones se rechargent de plus en plus vite. Donc, finalement, en retirant la contrainte, comme la contrainte n'existe plus, on ne pense plus à ce que retirer la contrainte veut dire dans l'autre sens en termes de friction, qui n'est pas sur l'utilisateur. Donc, finalement, on déresponsabilise l'utilisateur en lui évitant de penser. C'est Don't Make Me Think, de Steve Krull, qui est un super bouquin du X. Aujourd'hui, on devrait l'updater pour penser à, en fait, on nous fait pas réfléchir, on nous dit c'est bien, mais qu'est-ce que ça coûte en vrai? Et ça, c'est à nous de nous responsabiliser, pour le coup. C'est pas à Netflix et à YouTube de le faire à notre place. Ils ont un rôle à jouer, mais il faut qu'on se responsabilise en tant qu'utilisateur. Ça, c'est clair. Alex, sur le volet un peu outillage, puisque là, on rentre dans le concret de nos métiers de product people, on prend conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour se dire j'essaye de baisser un peu mon empreinte, comment je la mesure, sur quoi j'agis très opérationnellement? Déjà justement, ça commence par une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est me mesurer. Enfin, de toute façon, on le sait, en product management, tout ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. On se dit ça souvent. Là, c'est pareil, c'est que si on ne sait pas sur quel est l'impact direct de son produit, on ne peut pas agir. Donc c'est déjà, il y a pas mal d'outils maintenant, de façon très simple. Alors après, il y a plusieurs niveaux de mesure, il y a plusieurs niveaux d'estimation de l'impact environnemental, du bilan carbone. On peut aller très loin. Là, ça peut remonter même au niveau de l'entreprise. Mais sans même aller jusqu'à là, on peut déjà tout simplement faire un premier bilan de son site, notamment, c'est plus facile si on est sur le web, avec des outils qui s'appellent par exemple EcoIndex. On en parlait tout à l'heure. C'est très simple, on a juste à rentrer l'URL de son site. Donc EcoIndex, c'est une solution qui a été développée par Green IT, qui est une association française qui fait un peu référence depuis une dizaine d'années, c'est ça, dans ce secteur-là, qui est présent depuis très longtemps, ouais. Ah oui. Et qui fait de plus en plus de choses, d'autant plus pour sensibiliser et pour donner des moyens d'action. Donc il y a ce premier truc-là, c'est on prend l'URL de son site ou de sa page, on la met là-dedans et ça nous calcule une sorte de score, un peu comme Yuka a un score sur les aliments. Là, ça va donner un score de A à, ça peut aller jusqu'à G, A étant la meilleure note. Et on peut voir très vite, déjà, si on est à côté de la plaque, très très loin des... Basé sur quoi le score alors? Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est basé sur déjà le nombre de requêtes, le poids de la page, le nombre d'éléments dynamiques,
en grosso modo déjà toute la data qui circule. Je rigole parce qu'en fait, c'est exactement la même analyse que va te faire Google, sauf que eux, c'est pour te dire si t'améliores pas ça, tu vas perdre en référencement en rapidité. Ouais. Et les autres, à l'inverse, vont te dire bon, bah, tes images sont beaucoup trop lourdes, c'est un mauvais impact environnemental. Ah, mais ça pourrait ça veut dire qu'on joint l'utile à l'agréable. Non, mais c'est complètement ça. Point, si vraiment Google, YouTube et autres voulaient avoir, mais Facebook, enfin, tous les gens qui finalement aujourd'hui régissent un petit peu le web, c'est les constructeurs d'autoroutes. En fait, on peut prendre les routes départementales, mais c'est quand même vachement plus pratique d'être sur autoroute. C'est que les constructeurs d'autoroutes, de l'information, comme ça qu'on appelait Internet avant, quand on était jeune, est ce travail de dire, bah oui, on va privilégier les gens qui font, entre guillemets, des bonnes actions. Un YouTube, aujourd'hui, tu parlais de mesures. YouTube, c'est 27 fois plus de serveurs que Google. YouTube, c'est énorme. Ils ne mesurent rien en termes d'environnement parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, s'ils mesuraient, ils se prendraient, et c'est une gifle monumentale, divine, entre guillemets, dans la figure, en voyant tout ce qu'ils consomment. Donc finalement, ils préfèrent ne pas se poser la question. Si eux ne font rien, malheureusement, c'est quand même eux qui construisent des autoroutes. Donc ouais, il faudrait que Google entre ces notions d'index pour pouvoir privilégier les gens qui sont plus respectueux. Surtout que le gap est pas énorme, puisque techniquement, ils sont évidemment plus capables que n'importe qui de donner ces infos-là. Enfin, ils les donnent déjà, mais pas pour les mêmes finalités, quoi. C'est ça. Alors que là, pour le coup, les outils dont tu nous parles, évidemment, ce sont des analyses qui sont orientées. Là, effectivement, c'est très orienté consommation d'énergie. Ouais. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est le parallèle que tu fais, c'est que les deux sont très liés, en fait. Et on peut le voir après, on pourra en discuter après dans les solutions vraiment plus précises. Mais déjà, d'un point de vue développement, si on a un site performant. Bah allons-y, rentrons dans les pistes un peu de solutions. Voilà, une des premières choses à faire pour réduire sa consommation d'énergie quand on est un site ou une appli, c'est de travailler sur la performance du site. Et ça, c'est en plus bénéfique pour tout le monde, puisque c'est bénéfique pour l'environnement, pour la consommation d'énergie, mais c'est aussi bénéfique pour notre référencement SEO, comme tu disais, pour l'expérience utilisateur, puisqu'on a un site qui va beaucoup plus vite, donc qui est plus facilement accessible sur tous les réseaux. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est des choses en plus qui sont ultra normées, ultra documentées depuis des années. Tout le monde sait ce qu'il faut faire là-dessus. Il y a plein d'outils pour faire ça. Donc voilà, un site performant, un site léger, un site rapide, déjà, sera plus pertinent et plus économe en énergie. Donc ça, c'est un premier point. Après, dans les bonnes pratiques, c'est déjà, en fait, en tant que product manager, en tant que produit, déjà d'avoir ça en tête, ça permet dès le début de la conception d'un produit, d'une fonctionnalité, de se poser la question. Il y a plein de patterns qu'on utilise sans réfléchir. Quand on discute avec Fabrice, on prend souvent l'exemple de l'autocomplete. Dans un champ de recherche, on a mécaniquement, maintenant c'est un standard, on a l'autocomplétion qui vient, en fonction de ce qu'on tape, compléter et proposer des suggestions. Ça, à chaque fois qu'on va rentrer une lettre, ça fait une requête serveur. Et donc, ça fait de la consommation de données. Donc, c'est se poser la question. Sans passer, dans certains cas, ça peut nuire à l'expérience utilisateur, donc sans aller jusqu'à s'en passer. Dans le paramétrage de ça, on peut aussi jouer pour que l'impact soit plus réduit. D'autres exemples, c'est là d'un point de vue peut-être plus technique, c'est bien choisir son langage, parce que tous les langages ne se valent pas en termes de consommation de data. Typiquement les JavaScript, faut faire attention, parce que plus on a une page dynamique avec plein d'éléments qui bougent partout et qui vont faire des requêtes partout. Pourtant les frameworks JS sont revenus sur le devant de la scène. Ouais, ça dépend lesquels en fait. Justement, il y en a qui sont plus performants que d'autres, il y en a qui sont très très lourds. Okay. Et après, ça dépend d'un point de vue produit ce qu'on veut faire aussi. Forcément, plus on a de choses qui bougent de partout, plus on a d'animations sur les pages, plus on a d'éléments complexes, plus les pages seront lourdes, et donc plus ça va demander de la consommation d'énergie. Et ça, il y a une vraie approche aussi à avoir sur... on parlait tout à l'heure d'une grosse partie de la pollution numérique, c'est les devices. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on va avoir des sites lourds, parce que nos devices sont de plus en plus performants aussi, et le réseau aussi, mais on a cet effet rebond qui fait que, en tant que concepteur de site, on va se lâcher, quoi. On s'en fout des images, on va mettre des images ultra HD parce que on sait que d'un point de vue réseau, ça va passer. Et tout ça, ça alourdit énormément les sites, les pages. Et du coup, dès qu'on a, en tant qu'utilisateur, un réseau un peu moins important, quand on est en 3G par exemple, là, le site passe plus du tout. Et mécaniquement, plus on a des pages lourdes avec de la vidéo et tout ça, plus ça prend de la place, de la data, et donc ça consomme de l'énergie. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont acquis la plupart du temps, c'est des templates un peu de base quand on fait un site.
Et on se pose plus la question en fait. Et déjà rien que le fait d'avoir ça en tête, de se poser la question de ok, mais si je mets ça, si je mets une vidéo en homepage de mon site qui tourne toute seule derrière, est-ce que c'est un vrai impact business, engagement? Est-ce que ça améliore vraiment l'expérience utilisateur ou pas? Mais en tout cas, est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'impact environnemental que ça a? Bah déjà là, on commence à se poser des questions et on commence à se dire on peut agir. Est-ce que vous voyez des situations d'incompatibilité entre cette recherche de minimiser l'impact environnemental et les objectifs de l'entreprise, qui aujourd'hui restent quand même dans l'immense majorité des cas des objectifs mercantiles, quoi. Enfin, on va pas se cacher. Donc il y a un vrai choix à faire. On parle beaucoup de mesurer sur l'environnemental et c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui de mesurer sur l'environnemental. En plus l'architecture est faite en microservices, plus on est capable en fait d'isoler les services et de voir ce que chacun consomme, plus c'est facile de dire ensuite quand je conçois l'architecture, j'ai un impact, mais aussi toute la consommation que j'en ai, comment je peux la réduire. Là, c'est facile. C'est beaucoup plus difficile de le voir sur l'extérieur. Par exemple, est-ce qu'on peut faire un niveau de mensonge? Bah oui, on a des critères en fait pour le faire. Le design du mesurer l'attention, de faire un point sur la notion de diagnostic attentionnel. Il y a des gens comme l'association de designers éthiques qui ont mis ça à disposition pour se rendre compte de tout ce qu'on consomme. Moi, quand j'étais chez Deezer, on consommait le nombre de streams chez les gens. C'est intéressant de se dire quel temps on consomme réellement chez les gens pour se dire est-ce que vraiment c'est nécessaire et à quel point maintenant qu'on a les amplitudes, mix panel, HIP et tout ce que vous voulez, on peut voir quels sont les points de bascule au niveau des conversions. Donc, sous-entendu, est-ce que c'est nécessaire pour notre business? Exactement. Voilà. Et après, il y a un vrai choix de se dire, dans la façon dont je fais mes OKR, parce que tout le monde parle d'OKR, te dire, il manque souvent un lien entre l'objectif et le key result. C'est-à-dire en disant, est-ce que le key result que je suis est worth it? Déjà, est-ce qu'il va vraiment faire bouger l'objectif? Et ensuite, c'est quels sont les signaux que je vais pouvoir voir qui veulent dire que j'ai atteint mon objectif. Et là-dedans, vous pouvez déjà intégrer les notions d'objectif des gens qui vont l'utiliser et de l'impact environnemental et de l'impact attentionnel. Et clairement, ça va potentiellement être incompatible avec certains objectifs qui sont descendus du haut de la boîte. Et on va dire, en fait, on ne peut pas l'atteindre. Et là, il faut avoir ce courage-là. On ne peut pas l'atteindre pour telle raison, telle raison, telle raison. Si après on dit, on m'a donné l'objectif et je vais le suivre et c'est pas ma faute parce que c'est la faute de la personne qui m'a donné l'objectif, c'est une déresponsabilisation. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui travaillent chez Twitter, Facebook, Google et autres doivent se dire de toute façon c'est trop tard, la boîte est trop grosse, je peux pas la changer, donc c'est pas à moi de le faire. On doit remettre en cause les OKR qu'on nous fixe. Maintenant, oui, il y a des moments où malheureusement on parlait des actions, mesurer c'est la première action, faire trouver des leviers qui vous parlent, ça sert à rien de tout faire. Vous n'y arriverez pas. Les leviers qui vous parlent, sur lesquels vous avez la main, à votre niveau de PM, dans le design, dans les choix de fonctionnalités, ça va avoir un impact. À la limite, il n'y a qu'à vous, et c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dedans. Parler à la squad, donc au designer, si vous avez un designer, ou data, quelle récolte on va faire, où on va les mettre et autres. Et ça ne sert à rien de récolter tout juste pour tout récolter. Les développeurs, bien évidemment, et qui vont travailler. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est choisir mes leviers, agir et agir au niveau de mon équipe. Le troisième, c'est d'essayer de voir plus large, de se dire, est-ce que je peux aller embarquer d'autres personnes? Et en bonne personne, c'est les autres products, c'est mon boss, c'est des boss de mon boss. Le service, le marketing. Exactement. Et en fait, on va élargir petit à petit l'impact qu'on peut avoir, mais pour ça, on a besoin de mesures. En fait, c'est toujours pareil. Si on veut dire sans data, on n'est qu'un mec avec une opinion, mais sans opinion, on est aussi qu'un mec avec de la data. Donc, il va falloir aller plus loin et se dire pourquoi ça a un impact. Et il va falloir se dire que si malheureusement vous travaillez dans une boîte dans laquelle le COMEX n'en a absolument rien à faire, vous pourrez agir. Et c'est évident que vous pourrez agir dans votre zone d'influence. Au-delà, vous ne pourrez pas. Donc, ça ne veut pas dire changer de boîte. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il faudra que vous fassiez le choix de vous dire, oui, si c'est quelque chose qui est chevillé, que j'ai chevillé au corps, il faudra que je change de boîte. Et peut-être que ces mecs-là finiront par comprendre que, en fait, au niveau de la marque employeur, ça va commencer à faire la différence. Et ça a de la valeur. C'est difficilement tangible, la marque employeur en tant que telle, mais on la voit au nombre de candidatures, au l'esprit que vont avoir les gens, au cultural fit. Mais on voit que ça commence à rentrer effectivement dans la marque employeur, dans le discours qu'ont les boîtes, en disant on est B Corp, par exemple. Alors je n'étant pas expert du label, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas je l'ai vu marketé assez souvent par certaines startups. Il n'y a pas il n'y a pas encore ce côté attentionnel et autres. B Corp pendant
c'est très avant-gardiste, ça, le côté attentionnel. Aujourd'hui, Bicorp a été pendant très longtemps poussé par le cabinet Utopie. Utopie, c'est un petit cabinet de conseil, mais qui a plus de 20 ans maintenant et qui a toujours été pionnier dans les notions de faire le bilan finalement environnemental des entreprises. Aujourd'hui, ils ont arrêté de l'être, je crois, depuis cette année. Et Utopie a toujours eu une action dans ce sens-là, mais aujourd'hui, Utopie n'a jamais été... ils connaissent pas grand-chose à la tech, c'est pas du tout leur domaine. Donc, il manque peut-être dans cette notion de Bicorp d'intégrer ce genre de choses. Paris Senco, par exemple, qui est le plus gros incubateur en France, en nombre d'entreprises incubées, qui a entre autres incubé les Phoenix, les UK et autres, aujourd'hui, ils cherchent à agir et on collabore avec eux au niveau de TIGA pour justement dire on a fait émerger ces gens qui sont dans le SS et c'est super, c'est bilan toujours positif parce que c'est la nature même de l'entreprise. On peut intégrer dans les valeurs de l'entreprise de chercher une forme de neutralité entre guillemets et ça va émerger d'acteurs comme Paris Senco qui prennent les gens dès le début. Donc ça, clairement, ça va faire une différence. Et cette mouvance-là, si les entreprises s'y adaptent pas, c'est elles qui vont se prendre ce genre de choses dans la figure. Ouais. Et qu'aujourd'hui, ça sera plus les gens qui ont la plus grosse capitalisation, enfin, la plus grosse levée de fonds qui vont forcément en tirer. C'est ceux qui auront compris qu'il y a les deux critères. Ouais, ce qui est très difficile, parce que ça me rappelle le début de semaine et le talk avec Jean-Patrice et Boris, donc qui sont VC, ils sont investisseurs au stade seed. La philosophie même de l'investissement financier aujourd'hui est la recherche de la croissance absolue. Donc, ils parlaient de ce fameux Everest, des licornes. Bon, on connaît les terminologies, à la limite, peu importe, mais en tout cas, cette dimension-là, éthique, environnementale, elle rentre même pas en jeu, quoi. Enfin, je veux pas parler à leur place, mais enfin. Il y a beaucoup de BA. En tout cas, pas dans le discours, pas dans la nature des discussions qu'on a eu lundi dernier, mais peut-être que parce qu'il faut aussi que ça change côté investissement. L'argent, on en a toujours besoin. Il faut quand même être réaliste. Donc, sinon, les entreprises vont plus tourner. L'investissement, on en a besoin. Donc, effectivement, il y a aussi cette notion souvent, c'est des notions qui sont un peu opposées dans le discours, dans plein de choses. Alors que, déjà, donc, premier point, c'est qu'il y a pas mal d'investisseurs qui se spécialisent là-dedans, ou en tout cas qui veulent, je pense à 50 Impact, je ne sais plus le nom du terme exact, mais il y a de plus en plus de fonds qui se montent avec ces notions-là, et qui vont défendre et qui vont financer des boîtes qui ont un impact positif, que ce soit social, environnemental, etc. Et après, et effectivement, c'est aussi dans les notions dans les critères de succès, en fait. Ouais. D'une entreprise, on parlait de licorne, on parlait de les plus grosses levées de fonds, etc. C'est un peu les fantasmes et l'image qui tourne autour du monde des startups et de la tech. Mais peut-être qu'il est question, il est peut-être temps aussi maintenant de revoir un petit peu ces éléments-là parce que il n'y a plus que ça comme élément et d'autant plus que d'un point de vue business, c'est aussi la demande, les utilisateurs, les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à ces questions-là et qui commencent déjà à le faire pour l'alimentation, pour tous les autres secteurs, pour les transports, pour la mode, qui vont choisir des marques qui sont un peu plus engagées ou qui font un peu plus attention à ces éléments-là. Il n'y a pas de raison que pour la tech, pour le digital, ce soit pas la même chose et que pour l'instant, ils se posent peut-être pas la question parce que c'est pas encore très connu. Justement, on en revient au début de la discussion. Mais ça va l'être de plus en plus. Et donc, ils vont de plus en plus regarder à l'impact environnemental des différentes boîtes du digital. Mais est-ce que pour vous, c'est une redéfinition un peu sociale du succès? Est-ce que ça passe par là? C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on en parlait... être successful dans la tech, c'est la licorne. Je prends un raccourci. Ouais. C'est monter une belle boîte, faire des très belles marges, la revendre. Les gens successful, on va dire ça. Est-ce que si demain on redéfinit un nouveau standard du succès qui est de dire, moi j'ai eu la fierté d'avoir une boîte qui économiquement tourne, parce qu'on va pas non plus oublier qu'il faut qu'il y ait une logique économique, une viabilité économique derrière, mais demain de dire, ce sont des boîtes, j'ai eu le plus bel impact environnemental, j'ai une fierté éthique. Ça, c'est peut-être une nouvelle manière aussi de voir les choses. Regardez en termes de préférence de marque. Hey, tout le monde parle de Hey fait par les mecs de Basecamp. Basecamp a toujours refusé de lever plein d'argent à l'extérieur. Ils ont toujours refusé d'être 10 000 pour être 10 000. JobTeaser est une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise à impact. Open Classroom, qui a parlé en keynote de fin à LPC l'année dernière, sont une entreprise à impact. Je crois que c'est Citizen Capital qui a mis l'argent. Donc, il y a déjà des investisseurs, il y a déjà des gens qui sont là. Et surtout, c'est des entreprises qui survivent. Patagonia,
Tout le monde parle de Patagonia. Aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'articles sur... Alors là, je vais faire un point Godwin, mais sur toutes les grandes entreprises de la tech dont tout le monde parle, que tout le monde connaît, combien il y a d'articles positifs? La plupart, c'est des articles qui sont forcément des articles à charge. Patagonia, alors je sais pas à quel point ils sont vraiment gentils, vraiment sympas en interne, j'en sais rien. Hein. Est-ce qu'ils sont plus américains ou plus canadiens? C'est une bonne question, pour faire des gros préjugés qui tâchent. Mais ça attire. Et aujourd'hui, si je devais choisir entre être PM chez Patagonia ou PM chez Facebook, le choix est évident. En fait, votre point, c'est qu'il y a une convergence. Enfin, c'est que c'est possible de concilier les deux, quoi. Ouais, c'est possible de concilier la il y a viabilité économique et la notion de goodwill, qui est la notion qui a été intégrée dans la comptabilité il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Dans ces notions de considérer que la valeur de la marque, c'était pas que la valeur boursière, c'était à quel point on crée une préférence du marque qui est un avantage compétitif. On travaille pourquoi en tant que product manager? Pour autre chose que la préférence de nos marques produits. Non, ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils pensent à un usage, ils pensent à nous. Donc finalement, ça va dans ce sens-là. S'ils pensent à nous en disant, en plus, non seulement ils font bien le travail, mais ils font bien le travail pour moi et pour le reste, et pour mon impact sur moi et l'impact sur l'environnement, alors ça va dans le sens du product management. C'est pas contradictoire. Est-ce que c'est contradictoire avec les gens qui veulent juste se faire de la thune? Oui. Oui, si c'est du court terme, oui, clairement. Tout le monde ne sera pas éthique. Enfin, faut pas rêver. C'est impossible. Non, justement, ça peut être aussi l'effet inverse. En ce moment, ça se voit aussi beaucoup. Il y a beaucoup de boîtes qui montrent qu'elles ont une raison d'être, un engagement, elles font attention à la planète, etc. Alors que c'est juste de la com et on le sait vite. Et les utilisateurs le savent et le repèrent vite. Et du coup, ça peut être complètement contre-productif. Donc peut-être que les gens ne se rappellent pas d'Enron. Et Enron qui avait l'intégrité dans ses 4 valeurs. Il y a aussi le bullshit du playbook des valeurs d'une entreprise où on vous renseigne ça sur le côté habituellement autour de l'ascenseur, alors qu'en fait plus c'est marqué en avant et il y a des chances que finalement ça soit jamais respecté, parce que si on a besoin de l'affirmer à ce point-là, c'est peut-être juste parce que c'est pas là. La culture, en fait, elle est là, on a quand même besoin de le dire. Donc ce côté, c'était du greenwashing, on va peut-être avoir de l'éthique washing où ça va arriver. Il y aura sûrement des cabinets et des agences de com qui vont se mettre dans la brèche. Hein. Oui, je pense que ça a déjà commencé. Ouais. J'aimerais bien qu'on finisse sur une note un peu positive, parce que le talk, il est... voilà, on est souriant, mais les sujets sont quand même lourds. Et donc, pour les gens partent déjeuner en se disant, bon, il y a quand même des choses qui avancent, est-ce qu'on pourrait conclure avec peut-être des initiatives que vous avez en tête dans notre écosystème, hein, dans la tech, qui pour vous sont des exemples parfaits de ce qui va dans le bon sens, de ce qui doit être reproduit à l'avenir? Est-ce que vous avez... j'espère qu'il y en a. Paris & il y a certainement... Alors, c'est difficile parce que c'est souvent des gens qui n'en parlent pas beaucoup, mais qui pensent leur architecture d'une certaine façon. Tu prends... comment il s'appelle? Make Sense en France, qui ont beaucoup aidé les associations. À l'origine, c'était surtout là-dessus, et qu'aujourd'hui ont de plus en plus d'impact économique. Et donc, là, on repart dans l'entreprise à mission, là. Pas forcément. C'est l'action qu'ils ont qui fait qu'ils vont pas forcément n'accompagner que des gens à mission. Ils peuvent dire, regardez, on a les actions que font les gens à mission, on peut aussi les faire à notre niveau. Il y a rien qui empêche. En fait, ce qui est formidable dans les notions d'éthique, si on retire la partie philosophique, c'est que de regarder le nombre de notifications qu'on envoie, de penser à la charge cognitive sur un écran, de penser au nombre de requêtes, c'est un truc que vous pouvez faire demain. Je veux dire, on vous parle pas d'un truc à 20 ans sauver la planète. On vous parle d'actions qui, accumulées, jour après jour, peuvent vous amener à avoir un impact positif. Et c'est des choses qui sont à notre main, on a le pouvoir de le faire. Le côté, il faudrait que le CEO le fasse et moi je peux pas faire, ou que les techs le fassent. Non, il y a plein de choses qu'on peut faire nous, même PM junior. Et à la limite, on peut ne même pas en parler aux devs. Dire, on a fait ce choix de design, basta. Si vraiment ça vous fait peur, faites-le. Ça, c'est le stade ultime, ça, de l'éthique, c'est de faire les choses bien quand les gens ne voient pas. Exactement. Ça, c'est vraiment le stade ultime. Et Alex, là, il y a des choses à faire. Le mot de la fin sur une initiative, toi, que tu gardes en tête. Il y en a plein, et pour le coup, effectivement, alors moi, ce que je trouve intéressant, parce que je suis en train de travailler, moi, à titre personnel, sur un side project qui tourne autour, alors on reste quand même dans la notion d'impact, mais qui tourne autour des entreprises à impact positif, et notamment les entreprises tech. Et il y en a la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus, et qui vont finalement remplacer, qui ont quand même cette notion de business, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire que de l'impact positif, on n'est pas que dans le social, on n'est pas que justement dans l'impact positif, il y a aussi une notion de business, quoi. Le E de SS, c'est économie, hein. Et réussir à concilier les deux, pour moi, c'est le futur de l'emploi.
Et c'est vers ça en tout cas que moi j'ai envie d'aller. Et après, pour donner un exemple assez concret, moi il y a une marque que j'aime beaucoup, à titre personnel, parce que je suis aussi consommateur de cette marque-là, c'est une marque qui s'appelle Loom, qui est une marque de vêtements qui se vend uniquement en e-commerce, qui est tech aussi, et qui fait ses produits, donc ses vêtements, ses t-shirts, ses baskets, etc., dans une approche durable. Et donc pour que ça dure le plus longtemps possible avec la meilleure qualité possible. Et ils ont cette approche. Il y a un TEDx, en fait, la cofondatrice qui s'appelle Julia Faure a fait un TEDx il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, qui expliquait justement sa vision du business et pourquoi elle ne veut pas qu'on l'appelle une start-up. Et je trouve la notion intéressante parce que justement pour elle la start-up ça renvoie vers des valeurs très ultra croissance à l'extrême, hyper croissance, licorne, levée de fonds, etc. Elle se met en opposition par rapport à ça parce qu'elle veut construire un business viable, durable, donc qui s'inscrit dans le temps quand même, mais raisonné. C'est-à-dire que un peu comme certains autres acteurs qu'on a cités tout à l'heure, même des boîtes comme Yuka, c'est des boîtes qui sont énormes, qui ont un reach énorme, mais qui sont toutes petites et qui veulent rester à croissance limitée, raisonnée, parce qu'elles ne veulent pas participer. Et qui n'ont pas forcément de viabilité économique. Pour l'exemple de Yuka, effectivement, c'est Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais il y a énormément de boîtes qui cherchent l'hypercroissance, qui ont une hypercroissance et qui sont toujours pas rentables après des années. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de contre-exemples, beaucoup d'ailleurs, beaucoup dans ce domaine. Si on prend et on doit conclure. C'est même les grands peuvent faire des choses bien. Netflix, avec Est-ce que vous êtes toujours en train de regarder, est une chose bien. Et Netflix qui a choisi, lorsque les gens ne streamaient plus, d'automatiquement de faire canceling subscription pour éviter de prendre de l'argent. Alors, ce qui est dur, c'est que c'est une rustine par rapport à tout ce qu'ils font à côté. C'est déjà un commencement. Si on pouvait commencer par non pas avoir à mettre une rustine, mais penser ça dès l'origine, ça serait encore mieux. C'est une bonne mesure, c'est un bon coup de com'. Là, ils ont joint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont joint la bonne mesure avec sans doute quelque chose qui va leur attirer les faveurs d'autres personnes qui vont se dire et en plus ils font les choses bien quoi. Même si c'est peut-être une rustine, bon, ça c'est une goutte d'eau dans un océan, mais c'est des choses que nous on peut faire, ces gouttes d'eau là, et notre océan a priori, ceux qui nous écoutent, est plutôt petit, donc profitez-en, c'est le moment de faire basculer en océan éthique et pas en océan rouge. Très bien. Bon, on va conclure sur cette belle phrase. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce talk. Je pense que c'était important de parler de ce sujet-là. Donc le replay, pas en HD. Vous serez le seul talk pas en HD. On est obligé. C'est très bien. Sera disponible dans les jours qui viennent. Je pense qu'on le relaiera parce que c'est important de sensibiliser les gens à cette thématique-là, qui s'apprécient ou non le talk qu'on a fait. En tout cas, la thématique, elle est fondamentale. Donc, et futur bouquin avec des actions. Je pense qu'Alexandre, je serais heureux que tu participes sur des actions concrètes, sur des choses qu'on peut mesurer avec un impact de complexité et d'impact réel derrière, qu'on fera nous chez Tiga dans tous les cas. Ça prendra un peu de temps, mais en 2021, pour que vous ayez plus, que les gens autour de vous qui sont pas convaincus n'aient plus l'excuse. Et comme vous avez nos guides du Product Owner Manager d'élite, vous aurez le guide du Product Management responsable. J'espère. Écoute, voilà. Avec plaisir. Ouais, on y croit. On a gros. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi la Product Week cette semaine, ceux qui sont encore connectés. Je souhaite à tous un très bon appétit et puis on se retrouve bientôt. Voilà, j'espère. On va dire ça comme ça. À bientôt. Allez, bientôt. Merci, bel été. Bonnes vacances.